S&P 500, le top final est encore devant nous. Le stade final de l'euphorie n'est pas encore atteint. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. À chaque fois que le S&P 500 propose une correction court terme, 5%, 10%, parfois 20% dans les quelques chocs que le marché a pu connaître sur les 24 derniers mois. À chaque fois, vous allez voir apparaître, réapparaître le scénario du, alors krach boursier, peut-être pas, mais the top is in. Voilà comment disent nos grands amis anglo-saxons. The top is in, c'est fini, un sommet cyclique a été atteint et le marché partira au mieux pour une dérive latérale ou pire pour un bear market. C'est la question que je me suis posée et je vais vous donner ma réponse. Le top final est-il atteint? Est-il devant nous? Est-il en vue? N'est-il pas en vue? Selon plusieurs aspects. Alors, spoiler alerte, ma proposition de réponse, c'est qu'il est encore devant nous. Alors attention, je ne dis pas que le S&P 500 ira à 10 000 points. Je n'y crois absolument pas. Mais je pense que le S&P 500, et ce malgré des phases de correction court terme qui interviennent et peuvent intervenir, je pense qu'il peut aller encore un peu plus haut. Alors qu'est-ce que c'est que ce un peu? Dans cette vidéo, vous allez assister à plusieurs choses. Première partie, une approche institutionnelle. Les phases de top majeur se font dans une séquence d'euphorie finale institutionnelle. Une participation institutionnelle qui serait en mode FOMO, euphorie finale. En particulier, là, sur le secteur de la tech et des semi-conducteurs qui, au passage, dévoileront dans la seconde partie du mois de janvier leurs résultats trimestriels aux États-Unis, donc au titre du second trimestre. Oui, la tech consolide aux États-Unis, la tech consolide en Asie, très bien, ça c'est du court terme. Pour autant, cette consolidation peut-elle être assimilée à un top final? La question est importante, pourquoi? Parce qu'il s'il s'agit d'un top final, la correction court terme n'est pas une opportunité. S'il ne s'agit pas d'un top final, la correction court terme est à nouveau une opportunité. Première partie, l'euphorie institutionnelle n'est pas atteinte. Je vais illustrer mon propos à l'aide de 6 ou 7 graphiques institutionnels. Deuxième partie, valorisation boursière. Oui, bien sûr que oui, le S&P 500 est cher, peut-être même très cher. Vous savez, en valorisation, la vérité se situe toujours entre une valorisation basée sur des données passées et une valorisation basée sur des données futures. Cela serait une erreur de se baser uniquement sur les anticipations de bénéfices. Cela serait une erreur de se baser uniquement sur des bénéfices passés. Et lorsque l'on regarde la combinaison des deux, l'on comprend que oui, le marché est cher, mais qu'il reste encore un peu d'upside, quand bien même des corrections aient lieu à court terme. Parmi les risques que lisent les institutionnels, il y a bien sûr la seconde vague d'inflation. Alors on en a entendu parler tout le printemps. Oui, l'inflation a rebondi, mais nous sommes très loin d'une seconde vague d'inflation. Et, bonne nouvelle, et là aussi, quand bien même la situation géopolitique reste incertaine et volatile et change tous les 2-3 jours encore, les choses s'améliorent petit à petit et l'on peut envisager une amélioration des anticipations. En tout cas, la seconde vague d'inflation, qui aurait pu être l'argument béton pour dire que le top majeur est fait, perd un peu en probabilité. Je vais vous montrer notamment, vous présenter notamment un indice d'inflation que vous ne connaissez pas. C'est dommage parce que c'est le préféré de Kevin Warsh. Mais vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas officiellement dans les objectifs de la Fed, même si elle le regarde. Cela pourrait changer parce que Kevin va changer les choses en matière de mesure de l'inflation et de ce que regarde la Fed. C'est le TRIM PCE. Et je vais même vous montrer, et c'est tout nouveau, tout chaud, ça vient de sortir, la version Trueflation du TRIM PCE. Vous allez voir, c'est passionnant. Et là aussi, bien sûr qu'il peut y avoir une hausse de taux, peut-être deux, je n'y crois pas. Peut-être une technique. Mais globalement, les perspectives plus profondes peuvent s'améliorer, sauf choc exceptionnel d'un pétrole qui remonterait au-delà de 100, 120 dollars.
Alors, d'un point de vue maintenant fondamental ou technique, si je vous dis que ce n'est que mon avis, je peux me tromper, si je vous dis que le top final est encore devant nous, c'est ce que je dis dans cette vidéo. Le top final est encore devant nous. Oui, mais il est où? Ça veut dire quoi ça? Alors, je vais pas, là aussi, vous vendre du rêve. Il est devant nous, mais il est pas très loin. Il est pas très loin. Techniquement parlant, fondamentalement. Y a-t-il des signaux d'alerte techniques sur la tech? Ce sera aussi une partie de cette vidéo. Et enfin, taux d'intérêt, c'est toujours chaud, le marché est en haut, c'est toujours chaud, pardon, le marché est en haut, mais les seuils systémiques, les résistances ne sont pas dépassées. Et je regarde aussi des secteurs très sensibles aux perspectives de taux, le crédit privé et le private equity. Ça semble vouloir bottomiser après des corrections de 50-60%, certes, sur ces actions. Bah écoutez, bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Allez, c'est parti les amis, S&P 500, le top final est, je pense, en toute nuance bien sûr, encore devant nous. C'est parti, positionnement institutionnel et particulier. Le top majeur est encore devant nous. Alors, il n'est pas très loin, certes, mais il est encore devant nous. Première partie, focus sur le positionnement institutionnel. Positionnement institutionnel, optimisme, mais pas encore d'euphorie. Très important d'avoir bien ça en tête. Les tops cycliques se construisent dans une phase d'euphorie finale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui sont à notre disposition et qui sont mises à jour chaque mois. En particulier, l'étude de la Bank of America, qui est très connue, la BOFA Fund Manager Survey. Et cette étude s'adresse directement aux gérants de fonds, avec à chaque fois les mêmes questions qui reviennent, ce qui permet d'avoir l'évolution en termes de tendance et en particulier en termes de sentiment institutionnel. Alors oui, le trade semi-conducteur, oui, le trade tech, et archi-cruded, comme disent nos amis anglo-saxons. Oui, le mode boom est activé. Oui, le mode FOMO, peut-être dans certains cas, est activé. Mais l'euphorie n'est pas encore dominante. En tout cas, c'est ce que montre la toute dernière étude de la BOFA. Donc, c'est ce que nous allons passer en vue. Positionnement institutionnel, l'optimisme est très fort, est un fait. D'ailleurs, en lien avec les anticipations de profit. Et les résultats publiés au titre du second trimestre, ce mois de juillet, seront majeurs. Critères d'évaluation, premièrement, le sentiment euphorique institutionnel n'est pas encore dominant. Ça, si vous voulez, c'est une des clés. Et lorsque vous regardez donc la dernière étude de la Bank of America, il n'y a pas de sujet. Bien sûr que nous sommes dans un marché haussier, aucun problème. Nous ne sommes pas encore dans une phase. Si vous voulez, le jour où vous avez une étude BOFA Global Fund Manager Survey qui montre que la phase d'euphorie devient dominante, dès lors que la phase d'euphorie dépasserait les 50%, avec une augmentation du profit taking, là, clairement, c'est que le S&P 500 est tout proche d'un top majeur, d'un top cyclique imminent. Qu'est-ce que ça veut dire un top cyclique imminent? Cela veut dire que derrière, le marché n'entre pas forcément en bear market, mais qu'il est au mieux en trading range. Et l'histoire graphique du S&P 500 montre régulièrement des phases de range ou effectivement peut-être en bear market. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le stade de l'euphorie n'est pas atteint chez les institutionnels. Les principaux risques fondamentaux sont sous contrôle. C'est le deuxième enseignement de la phase de l'étude de la BOFA Fund Manager Survey. Les principaux risques fondamentaux, les deux qui sont cités. La seconde vague d'inflation, la bulle de l'IA, les taux d'intérêt du marché, l'aspect géopolitique, le crédit privé, les élections de mi-mandat. La seconde vague d'inflation recule, je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo. Le scénario d'une seconde vague d'inflation, oui, l'inflation a été rebondie, mais lorsqu'on parle d'une seconde vague d'inflation, on fait le parallèle avec ce qui s'était passé en 2021 et 2022. Et là, ça n'a rien à voir. Les anticipations d'inflation sont même en phase d'amélioration. Alors oui, effectivement, le risque de bulle de l'IA, ça explose lorsqu'on interroge les institutionnels sur la dernière étude BOFA, celle du mois de juin donc. Ça explose par rapport aux critères de mai et d'avril. Nous sommes dans une phase de boom de la tech. Oui, la tech a énormément poussé. D'ailleurs, techniquement parlant, il y a les débuts de signaux d'affaiblissement de cette tendance après une phase verticale, mais nous n'avons pas encore atteint un excès majeur. Et c'est ce que je vais vous montrer plus tard dans cette vidéo, même si effectivement la situation nous ne sommes pas loin de cet excès majeur.
Le trade long semi-conducteur est le trade le plus crowded. Il n'y a pas de sujet. Les semi-conducteurs portent le marché de très très loin. Et là, on attend encore un nouveau record. Long global semi-conducteur, lorsque vous interrogez les institutionnels, 80% des institutionnels sont exposés donc aux semi-conducteurs. C'est vraiment le trade qui écrase tout. Et ce trade écrase tout, si vous voulez, ce n'est pas de la spéculation. Ce trade écrase tout, pourquoi? Parce que cela correspond aux anticipations de profit. Et lorsque vous regardez le tout dernier consensus proposé par FactSet, par exemple, sur les résultats attendus du secteur de la tech au titre du second trimestre, la plupart des stars de la tech vont publier dans la seconde partie du mois de juillet, peut-être même dans le dernier tiers du mois de juillet. Je n'ai pas l'agenda des entreprises par cœur en tête, mais je sais que ce sera quelque part entre le 20 et le 30 juillet. Eh bien, c'est encore massif. Les anticipations de croissance des bénéfices attendus pour le secteur de la tech, 63%. Alors, c'est 120% pour le secteur de l'énergie, mais c'est parce que le prix du pétrole a flambé au second trimestre. Ça, il y a pas de difficulté à comprendre cela. Donc, effectivement, le trade semi-conducteur, il est crowded. Pour autant, un trade peut rester crowded très longtemps. Et ce, tant que les anticipations de profit seront en croissance. Et les derniers chiffres du consensus montrent que ce sont à nouveau les anticipations pour ces résultats du second trimestre. Alors, il y a eu des résultats qui sont tombés. On sait que Samsung a déçu, par exemple, la semaine dernière. Il peut y avoir comme ça quelques petits signaux d'alerte, mais pour autant, tant que l'ensemble du secteur n'est pas dans ces dispositions-là, la tendance, vous voyez, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. J'ai bien conscience qu'un top majeur finira par arriver. Mais l'anticiper chaque semaine peut être en fait une erreur. Parce que si depuis le début de l'année, chaque semaine, vous anticipez le top majeur du secteur de la tech, c'est un peu compliqué hein, de s'exposer short, puisqu'à chaque fois, le marché repart dans le sens de la tendance de fond. Donc, tant que les anticipations de profit sont aussi importantes, et là c'est pour le second trimestre, c'est tout chaud, ça arrive, eh bien, que le trade soit clouded ou pas, il peut rester encore davantage clouded. Quatrième graphique, la part du cash chez les gérants remonte. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui est assez logique. Historiquement, les tops cycliques majeurs se font lorsque la part du cash chez les gérants est au plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tout le cash a été alloué aux actifs risqués en bourse, tout le cash a été alloué aux actions, aux obligations. Grosso modo, raisonner comme ça, le cash, les obligations et les actions. Alors, la part du cash était tombée à 3% au tout début d'année. Elle est remontée là actuellement à 4,1%. Elle remonte. Une phase, ça c'est peut-être le graphique le plus important de la présentation sur le plan fondamental. Une euphorie finale chez les institutionnels, c'est lorsqu'il n'y a plus de cash à allouer. Là, là, on se pose des questions. Si la part du cash retombe à 3%, voire même en dessous, là, on se pose des questions. Imaginez, voilà, le cash est tout en haut. Regardez le premier graphique que je vous ai montré tout à l'heure, le sentiment institutionnel. Si l'euphorie prend le dessus, je vous ai montré qu'elle était à 26%. Si elle passe à 50%, et que la part du cash tombe à nouveau à 3%, là, alerte écarlate. Alors là, actuellement, la part du cash est quand même basse hein, par rapport à sa moyenne, mais elle est remontée. Donc, il y a encore du cash à louer sur les actifs risqués, notamment si les résultats de la tech sont encore au rendez-vous ce second trimestre. Les anticipations de croissance ne sont pas encore en zone euphorique. Les anticipations de croissance ne sont pas encore en zone euphorique. Alors oui, ça a même d'ailleurs légèrement reculé. Nous sommes dans une zone haute, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais nous ne sommes pas sur les niveaux qui ont pu accompagner les tops majeurs, en tout cas les sommets avant bear market. Zone haute, mais là aussi, pas de zone euphorique. Le pourcentage d'acheteurs chez les traders particuliers reste sous sa moyenne. Donc, le pourcentage d'acheteurs chez les traders particuliers, d'ailleurs, même, il y a davantage de traders particuliers qui ont des anticipations baissières. Alors, le positionnement particulier, on s'en fiche un peu, surtout le positionnement institutionnel qui compte. Mais en gros, pour résumer, si un jour, le sentiment euphorique devient dominant chez les institutionnels, que la part du cash revient à son plancher, et qu'en plus de ça, les particuliers sont full bullish, là, bien sûr, énorme probabilité que le top soit le top cyclique et le top final. Là, comme je viens de vous montrer, oui, l'optimisme est exacerbé chez les institutionnels, mais le stade de l'euphorie n'est pas encore dominant. Et chez les particuliers, clairement non, puisque c'est même le pessimisme qui a le dessus.
Et enfin donc, les stratégies de couverture des asset managers restent globalement basses. Il n'y a pas là aussi, selon les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders, d'augmentation, comme on a pu avoir d'ailleurs au printemps dernier, d'augmentation des positions short à effet de levier. Donc, pour résumer, le stade de l'euphorie institutionnelle n'est pas atteint. Et ce stade de l'euphorie est souvent le stade à atteindre pour se dire que le top de marché est cette fois-ci le top cyclique. Donc c'est pour ça que je pense, moi, vous savez, attention, hein, je ne suis pas là full bullish à dire c'est parti, vous avez jamais acheté, achetez. Ce que simplement je suis en train de dire, c'est qu'il est quand même probablement, allez, encore un peu trop tôt pour crier au top cyclique final pour le S&P 500. Un peu trop tôt. Et puis, le risque de crier chaque semaine au top, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien, vous vous fatiguez, vous vous dites, bon, bah, finalement, ça montera tout le temps. Et puis là, manque de peau, bah, ça fait 6 mois que vous criez au top, vous abandonnez, et en fait, c'est vraiment le top. Pour ça que moi, je prends un peu ce recul. Alors maintenant, ça, c'est l'aspect sentiment. Le stade de l'euphorie n'est pas encore dominant. Deuxième partie, la valorisation du S&P 500. Oui, le marché est cher, il est même très cher. Il est même très cher. Mais une juste valorisation compare le prix du marché aux bénéfices du passé et aux bénéfices du futur. Il faut faire la moyenne de tout ça. Il ne faut pas choisir celui qui vous intéresse le plus. Et donc, si je fais la moyenne de tout ça, qu'est-ce que j'obtiens si je fais la moyenne de tout ça? Non, ça, c'était les anticipations de croissance. Ah, je me suis trompé tout à l'heure d'ailleurs en vous montrant le graphique sur les anticipations de croissance qui n'étaient pas en stade euphorique. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir le principe le plus important, c'est d'avoir l'idée en tête. Alors, déjà, en termes de PE classique, bon, le price earning classique, on s'en fout un peu. Mais bon, malgré tout, on voit que le PE classique a reculé depuis son sommet pluriannuel, donc sur les derniers mois. Donc, le marché n'est pas à son record de valo. Les deux qui comptent sont le PE forward, parce qu'il compare le prix du marché par rapport aux bénéfices futurs, et le cap ratio ou PE chiller, qui compare les bénéfices, qui compare le prix du marché par rapport à la moyenne mobile, en fait, à 10 ans des bénéfices. Donc, en fait, les bénéfices des dernières années, et tout ça est ajusté de l'inflation. Lorsque vous regardez le PE forward, le marché est à 20,5. Voilà, 20,5. Le record est à 23, 23,5. Donc, quand bien même le S&P 500 est actuellement remonté proche de ses records, même s'il y a des corrections court terme, eh bien, on peut voir que les anticipations de profit sont tellement incroyables que sa valorisation baisse et qu'on est même revenu à la moyenne des 5 dernières années. Donc, on pourrait presque dire que sa valorisation est moyenne. Alors, une valorisation moyenne, ça correspond pas vraiment à un top cyclique. Bon, tout ça, on accumule les arguments, on regarde. Mais ça, c'est le futur. Et le futur, on peut se planter dans les anticipations. Alors, si on regarde maintenant la valorisation, en comparant le prix du marché par rapport aux bénéfices du passé. L'avantage, c'est que les bénéfices du passé, il n'y a pas de bullshit. Les bénéfices du passé, ils sont tangibles, ils sont réalisés. Pour ça, vous avez le cap ratio. Et donc, le cap ratio est actuellement autour de 40. Le record date du mois de décembre 1999 à 44. Pour le moment, ne regardez pas cet encadré, j'y arrive plus tard. Donc 40 contre 44. Oui, il est cher, mais j'ai toujours, et je me suis toujours dit, petite voix dans ma tête m'a toujours dit, depuis plusieurs mois d'ailleurs, que viendrait le moment où on irait chercher ce record. Et peut-être que là, le top cyclique serait atteint. C'est pas très loin, entre 40 et 44, il y a 10%. Alors, est-ce que le top cyclique du SP500 sera justement 10% au-dessus et que là, il faudra faire attention? Possible, on va en parler. Alors là, je voulais vous montrer inflation, la seconde vague d'inflation s'éloigne. Le bruit géopolitique, enfin le bruit, l'actualité géopolitique, elle est quotidienne. Vous vous réveillez un matin, vous lancez vos articles de presse et là, vous avez un article qui vous dit que les États-Unis ont bombardé l'Iran, 80 cibles visées, des bateaux attaqués dans le détroit d'Ormuz, etc. Et puis plus rien. Et puis le lendemain, les négociations reprennent. Et puis 4 jours plus tard, un petit drone par ici, un petit missile par ici. Bon, c'est pas très sérieux pour faire de l'analyse de marché. Il peut y avoir une approche qui consiste en réalité à regarder plutôt des moyennes mobiles. Euh, on lisse un peu le bruit. Et notamment donc une moyenne mobile,
à 7 jours du trafic entrant dans le détroit d'Ormuz. Alors là, vous avez le monde d'avant le 28 février, toute la période de guerre, et depuis, on se reprend. La moyenne mobile du nombre de bateaux entrants est à 32. On estime qu'une vraie normalisation, c'est à partir de 60, et un retour au monde d'avant, c'est 80-90. Donc, un tiers du chemin seulement est fait. L'outil industriel se relance autour du golfe Persique, les exportations reprennent, mais ne sont clairement pas revenues au monde d'avant. Pour autant, les anticipations d'inflation s'améliorent et je vais vous présenter ce que regarde vraiment Kevin Warsh, ce dont on ne vous parle presque pas. Ce que regarde vraiment Kevin Warsh, c'est quoi? Alors déjà, le prix du pétrole, bien sûr, il regarde le prix du pétrole. Le prix du pétrole, alors, il est revenu, non pas au monde d'avant, mais à la case départ. Le prix du pétrole est revenu dans le gap haussier du lundi 2 mars. Il a rebondi dessus la semaine dernière, lorsque, eh bien, il y a eu à nouveau donc alors la presse parle de tensions, bref, des combats entre des bombardements, des drones, des missiles entre les États-Unis et l'Iran. Un vrai retour au monde d'avant, c'est rebasculer sous le gap. Le retour des pressions inflationnistes, c'est au-dessus de 80 $. Ça, c'est très important parce que Kevin Warsh regarde le prix du pétrole, il l'a mentionné explicitement, la Fed regarde le prix du pétrole. Un prix du pétrole qui se maintient sous 80 $, de toute façon, il n'y a pas de seconde vague inflationniste. Se maintenir dans cette zone, c'est balle au centre. Repasser sous le gap, ça écarte ce scénario. Kevin Warsh, lui, alors globalement, l'urée, beaucoup de matières premières industrielles, le prix de l'aluminium, le prix du zinc, le prix du cuivre ont baissé, en grande partie parce que le dollar est fort, mais pas que. Les anticipations d'inflation sont à nouveau en baisse. Ce que regarde vraiment Kevin Warsh, c'est ce qu'on appelle le TRIM PCE. Le TRIM PCE, bon là je vous ai montré le TRIM CPI, je vais vous montrer la version, voilà, je vais vous montrer la version Trueflation du TRIM PCE. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des indices d'inflation qui écartent les éléments les plus volatiles. On a vraiment la tendance lourde, la tendance profonde de l'inflation. Et d'ailleurs, je trouve ça passionnant parce que Trueflation vient de lancer sa version du Twin Mean PCE. Et elle a pris un malin plaisir, Trueflation a pris un malin plaisir à l'appeler le BEA PCE ou Warsh Twin Mean Price Index. Pour bien insister sur le fait que c'est ce que regarde Kevin Warsh. Et effectivement, le TRIM PCE, il a rebondi sur les derniers mois. Il a rebondi. Sauf que, très légèrement, sauf qu'en version Trueflation, on peut voir qu'en réalité, il reste parfaitement plat, oscillant autour de 2%, et ce, quelle que soit l'actualité géopolitique. Là, vous avez la version Trueflation du prix du carburant aux États-Unis. Nous ne sommes pas revenus au monde d'avant, mais la direction est bonne. 4,5 $ le gallon, pour tomber à 3,92. La direction est bonne. Donc si cette direction se maintient tout au long de l'été, et que la version du PCE que regarde le plus Kevin Warsh, PCE, l'inflation PCE, celle que regarde la Fed, eh bien se maintient oscille autour des 2%, cela écarte le scénario d'une Fed qui enchaînerait les hausses de taux d'intérêt. Car effectivement, si la Fed devait enchaîner les taux d'intérêt, cela viendrait clairement créer un top important, peut-être cyclique, sur le S&P 500. Pour le moment, et en dépit de cette actualité géopolitique qui reste versatile, eh bien, il y a une amélioration des anticipations d'inflation. Il n'y a pas encore un retour au monde d'avant. Ce retour au monde d'avant, on peut le suivre à travers le prix du pétrole. Il faudrait repasser pour de bon sous le gap du 2 mars et à travers le prix du gallon aux États-Unis. Il faudrait revenir autour des 3,16. Là, le gallon est à 3,90. Un retour du prix du gallon aux États-Unis qui revient au niveau des 3,20, il n'y a aucune raison que la Fed procède à une hausse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Sauf si elle doit en passer une purement technique pour assurer sa crédibilité et satisfaire le marché, peut-être. En tout cas, les choses s'améliorent encore un peu sur ça, sur cet aspect-là, et donc ce qui me fait dire que le top final n'est pas encore fait. Analyse technique. Malgré les corrections court terme, la tendance de fond reste haussière. Oui, je sais, je me répète chaque semaine depuis le début de l'année en vous disant les corrections court terme se payent.
Il n'empêche, j'ai pas eu tort. Je n'aurais pas l'arrogance de dire que j'ai eu raison, mais je n'ai pas eu tort puisque toutes les corrections court terme ont été payées et qu'à chaque fois derrière, on a fait un nouveau record. Donc analyse technique, première partie, je vais faire une projection technico-fondamentale. Concentrez-vous que sur les 2 premières lignes du tableau. Je vous ai montré tout à l'heure que le PE forward était à 20,5. Je me suis posé la question, quel niveau de S&P 500 on aurait si le PE forward remontait simplement à son record? Je vous ai montré tout à l'heure que le cap ratio ou PE de Shiller était à 40. Quel niveau de S&P 500 nous aurions si le cap ratio remontait à 44? Pas plus, pas moins. Juste rechatouiller le record. Eh bien, cela donne la zone des 8 200 points sur le S&P 500. Donc encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure, en introduction, l'objet de ma vidéo est de dire que le top final n'est pas fait. Ce n'est pas un positionnement ultra bullish que je vous donne. C'est pas un positionnement qui appelle à encore je ne sais pas combien de pourcentage de hausse. C'est un positionnement qui est le mien et qui est modéré, qui a conscience que nous sommes dans la phase finale du bull market pour le marché action US, qui a conscience que l'optimisme est au plus haut, mais qui constate factuellement que l'euphorie finale n'est pas atteinte en termes de positionnement institutionnel et qu'en termes de valorisation, on peut se dire que rechatouiller les records en termes de valo, notamment si la tech ne déçoit pas sur les résultats de fin juillet, permettrait d'aller chercher ce chiffre rond des 8000 points, qui donc là serait plus qu'un chiffre rond, puisqu'il correspondrait à des records de valo. Voilà. Donc voilà, le marché peut corriger à court terme, peut-être qu'il peut revenir retester le support à 7000, 7100 points. Ça, c'est du court terme. Mais je me dis que quel que soit le choix qu'il fera à court terme, on va regarder les graphiques court terme plus tard dans la vidéo, heu, qu'il sera capable d'ici la fin d'année d'aller chercher ces 8000 points. Voilà, je prends le risque, hein, j'aurais peut-être tort, on verra, on fera le point. Et s'il n'y va pas, bah, j'aurais eu tort, s'il y va, bah, voilà, j'aurais pas eu tort. Alors la tech consolide, mais ne casse pas de support. Attendez, d'abord S&P 500 analyse technique sur 3 horizons de temps. Effectivement, nous n'allons pas trop vite. S&P 500 analyse technique sur 3 horizons de temps. L'horizon de temps mensuel. Une succession de creux et de sommets ascendants. Vous avez là les bougies mensuelles l'Ishimoku. Alors, à chaque fois, les tops majeurs sont précédés de divergences baissières mensuelles validées. Valider, c'est casser le creux qui sépare les sommets. Là, elle est potentielle, mais il faudrait casser ça pour la valider. Il n'y a pas de top cyclique majeur tant que le marché n'enfonce pas les 7000, 7050 points. C'est la même chose et c'est le même enseignement sur l'horizon de temps hebdomadaire. Il n'y a pas de top cyclique tant que le marché n'enfonce pas les 7000, 7050 points. Pour ce qui est du court terme, le marché, actuellement, quand j'enregistre la vidéo, eh bien, se maintient au-dessus du nuage du système Ishimoku. Il y a un cluster à 7400 points, 7440, 7390, 7440. C'est le support court terme. Si jamais le marché le casse, on retracera en direction des 7100, 7200. Tant qu'on est au-dessus, c'est même haussier sur cet horizon de temps. 7390, mais vraiment le cluster 7440 points. Voilà. Le marché peut-être faire ce choix de retracer sur le support court terme, moyen long terme 7050, 7100 et repartir, ou continuer son petit trading range dans cette zone et aller faire un nouveau plus haut. Quand j'enregistre la vidéo, en tout cas, aucun support n'est cassé. Voilà. Donc, surveillez la Kijun Daily et la moyenne mobile à 50 jours et le Kumo Daily ici du système Ishimoku. Ce sera peut-être le cas quand la vidéo sera publiée puisque j'enregistre toujours quelques jours avant de publier. Et du coup, je fais pas la girouette. Moi, je publie pas, une vidéo quand, «Ah ça monte, je vais dire que ça monte. Ah le marché baisse aujourd'hui, je dis que ça corrige». Moi, je prends toujours le risque de m'exprimer avant. Vous voyez? Donc je joue toujours carte sur table et je n'ai jamais supprimé une seule vidéo que j'ai publiée. Vous l'avez constaté. Donc je pense que vous pouvez quand même faire confiance à ma franchise et à mon honnêteté et j'assume quand j'ai tort et bien sûr, aussi quand j'ai raison, bien sûr. Faut pas bouder son plaisir quand on a raison. La tech consolide mais ne casse pas de support. La tech consolide mais ne casse pas de support.
Oui, la tech fatigue, notamment en Asie, mais est-ce vraiment surprenant? Est-ce vraiment surprenant? Prenez le SOX, voilà. OK, voilà. Le machin a été ultra bullish, il consolide, il peut repartir. Il y a des signaux techniques. Ah, tenez, prenez par exemple le graphique mensuel du SOX. On voit bien que les tops majeurs, c'est lorsque le RSI mensuel passe du temps au-dessus de 70 et à chaque fois qu'il sort par le bas des 70, c'est un top majeur. C'est le cas en mai 2015, c'est le cas en avril 2018, c'est le cas en janvier 2022. Alors là, on est au-dessus des 70, mais on n'est pas sorti par le bas. Donc moi, je regarde mes signaux de long terme sur mon graphique mensuel. Oui, si jamais le RSI mensuel casse à nouveau 70, j'aurai le même signal d'épuisement que là, là et là. Et là, je vous dirais, ça y est, on a un top qui peut durer plusieurs mois. Le marché peut très bien rester au-dessus un certain temps. Ça va jouer sur les résultats ça va jouer sur les résultats du second trimestre. Et la même chose c'est la même chose sur le secteur de, la tech US. Tant qu'il se maintient au-dessus des 6 080 points, c'est l'indice sectoriel de la tech US. Là, il n'y a pas de signaux. Il y a des diffs potentielles, mais elles ne sont pas actives. Il y a pas voilà, peut-être que ce signal arrivera, mais il n'est pas donné au stade actuel. Donc il faut prendre les signaux comme ils sont donnés. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure de support majeur qui valide un top cyclique. C'est ce que je dis, voilà, c'est pas plus, pas plus, pas moins. Taux d'intérêt, zone haute, mais sous résistance, sous le seuil systémique. Donc effectivement, je ne vais pas faire à nouveau une émission spéciale sur les taux d'intérêt. J'en ai quand même beaucoup parlé et là j'accélère. Mais c'est pour vous montrer donc au stade actuel, les taux longs US restent en retrait des zones de risque systémique. Oui, les taux sont toujours à un niveau élevé. Oui, il y a toujours un risque. Et il faut faire attention car il y a vraiment ici un seuil qu'il faut absolument ne pas franchir, notamment sur le 30 ans US. Ce seuil-là, mais tant qu'il n'est pas franchi, il n'y a pas de risque. Ce serait vraiment compliqué, mais je ne pense pas que la Fed laissera les taux obligataires franchir ces niveaux. Pour l'instant, on voit qu'il y a même plutôt eu un rejet en mai. Là, à nouveau un rebond, mais on reste en deçà de ces seuils-là. De la même façon, il est important de surveiller le 2 ans américain. Le 2 ans américain. Le 2 ans américain, tant qu'il se maintient au-dessus du taux de la Fed, c'est que le marché anticipe des hausses de taux. Pour le moment, il est contenu par cette résistance. Ce serait compliqué s'il devait casser à la hausse cette résistance. Là, clairement, une hausse de taux serait quasiment obligatoire, car exigée par le marché, au moins une hausse technique, on verra bien. En même temps, une hausse de taux ne signifie pas forcément top cyclique du S&P 500. Une série de hausses de taux peut être différente. D'ailleurs, sur ces histoires de taux d'intérêt, et ce sera ma conclusion, car je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet, de tous les secteurs, le plus sensible au taux d'intérêt sur le marché action, c'est le crédit privé. Alors, vous savez, crédit privé, vous en entendez beaucoup parler parce qu'il est en risque, enfin, en petit risque, et le private equity. Et ce sont des actions qui ont chuté de 50%, 60% sur les derniers mois. Et elles sont toutes en phase de bottomisation. Elles cherchent à stabiliser sur des supports mensuels. Je vais vous les montrer. Et ça, je les regarde énormément parce que ce sont pour moi des indicateurs avancés. Apollo, Blackstone, KKR, Apollo, tout en mensuel. Si vous regardez partout les supports mensuels, si vous regardez vraiment partout les supports mensuels, elles essaient toutes de se stabiliser après des retracements. Même Apollo, je trouve qu'elle est assez belle en fait. On a une espèce de trading range, alors encore descendant, mais là, on va bientôt trouver un gros support. Et donc, si vous voulez, si ces actions-là sont capables à un moment ou à un autre de former un creux et de repartir, eh bien, c'est que clairement, le risque long terme sur les taux s'écarte. Enfin voilà, et tout ça, bien sûr, est une autre affaire, chers amis. Alors, d'après vous, après avoir vu cet exposé, ce catalogue d'arguments, d'après vous, le top final est-il fait? Est-il encore devant nous? Et s'il est devant nous, est-il proche? À la jumelle ou impossible à voir? Merci à toutes et à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.